Il y a deux raisons simultanées qui ont fait que je suis venu à l'aïkido. La première, c'est que à l'époque, je pratiquais le karaté full contact. J'envisageais éventuellement de devenir professionnel et d'ouvrir un dojo. À cette époque, je voyais la pratique martiale comme le développement de qualité physique et mentale, et la technique comme un moyen de les canaliser, de les mettre en œuvre. Mais c'était vraiment basé sur ça. À la fois, j'étais jeune, je voyais ça de façon assez puérile, et je me disais, bon, si j'ai un jour un dojo, il y a un certain nombre de personnes que ça n'intéressera pas, qui ne sont pas capables de suivre ce rythme, etc. Et je me disais, pour ces personnes, ce serait bien s'il y avait quelque chose comme le tai chi, ou le yoga, ou l'aïkido. Et je me suis dit, bah, l'aïkido, j'apprendrai peut-être quelques plaies en même temps, c'est pas mal. Et ça, c'était une des raisons. Simultanément, si j'ai choisi l'aïkido par rapport aux autres disciplines que j'avais envisagées, comme le tai chi, etc., c'est parce que il y a une photo d'Osensei qui m'avait vraiment marqué, que j'ai encore. On le voit prier dans un endroit assez sombre, à genoux, et qui m'a beaucoup touché. Et le calme, la paix qu'il dégageait m'ont vraiment attiré. Donc, au fond de moi, il y avait aussi peut-être cet espoir de rencontrer quelqu'un en aikido qui avait ce côté-là, mais j'y allais vraiment sans grande attente, quoi. Ça n'a pas été trop dur, toi qui as un côté un peu fort, de passer justement à l'aïkido, ou justement on essaie non, de commencer. dans le sens où au départ j'ai pratiqué un aikido très physique, c'est-à-dire que je pratiquais chez Jacques Bardet. C'est pas tant que lui pratiquait un aikido physique, enfin à l'époque aussi, dans mes souvenirs, c'était comme même sa pratique était assez physique, mais c'est surtout qu'il avait cette capacité à laisser la porte ouverte à tout un tas de gens. Et j'ai rarement d'ailleurs trouvé cette hétérogénéité dans d'autres dojos, chez d'autres profs, dans la mesure où il y avait chez lui des gens qui venaient simplement se détendre, des gens qui cherchaient quelque chose de spirituel, des gens qui cherchaient quelque chose de très physique. Et clairement, moi j'étais sur l'aspect physique à cette époque, mais il y avait plusieurs personnes qui étaient dans la même optique de travail à ce moment-là. Et donc ça revêtait une autre forme, mais pendant des années j'ai pratiqué l'aïkido, un aïkido qui était basé aussi sur le développement des qualités physiques, quoi. Qualité athlétique, je dirais, plutôt que physique. Donc, donc j'ai suivi Jacques pendant 2 ans, un peu plus. Après je suis parti au Japon pendant 3 ans, après je suis revenu. Quand je suis revenu, donc j'ai commencé à enseigner. Quand j'enseignais au départ, je faisais faire des pompes et des abdos, des flexions. On s'alignait sur 2 lignes avec les élèves, on faisait des séries de shomen aussi l'un contre l'autre, c'était celui qui ferait plier l'autre, c'était passer à autre chose, ça m'a pris longtemps. Donc c'est pas le fait de rentrer dans l'aïkido qui m'a fait passer à autre chose. C'est à l'intérieur de l'aïkido une orientation qui s'est faite après. Parce que l'aïkido est suffisamment vaste pour permettre aux gens de travailler de façon différente. Ceux qui ont envie de travailler en se basant sur la qualité athlétique peuvent le faire. Ceux qui ont envie de travailler avec certaines modifications d'utilisation du corps, quelle qu'elle soit, tant l'enracinement que le corps flottant, etc. Bref. C'est ça, tu n'as pas eu de déclic, il n'y a pas eu un jour où tu t'es dit je vais travailler de façon autrement, mais ça a été ton travail qui a évolué progressivement, tu t'es aperçu. Il a évolué assez brutalement quand même, c'est-à-dire qu'à un moment je voyais plus de progression. Physiquement j'étais vraiment en forme, j'avais 4,9% de taux de graisse, je faisais 800 tractions, tu vois, j'allais loin. Et tout ce qui se présentait dans mon horizon, c'était une déchéance, quoi. C'était basé sur les qualités athlétiques. Je me sentais face à un mur, et les améliorations dans la technique, les petits détails, d'angle, de machin, etc., ça ne menait pas très très loin. Et à ce moment-là, il y a toutes ces lectures, moi j'ai commencé à lire quand j'étais ado, les karaté bushido, etc. et autres. Il y avait les chroniques d'Henri Play qui parlaient des maîtres de l'ombre, des différents stades de pratique, etc. qui me sont revenus à l'esprit. Et je me suis dit, ouais, est-ce qu'il y a vraiment autre chose, pourquoi pas? Et autant aller essayer. Et je retournais au Japon plusieurs fois par an.
À un moment, j'avais entendu parler de Maître Kuroda parce qu'il avait été invité par Uemura Shigeru et Tokitsu Kenji. J'ai entendu parler d'autres sensei aussi, mais c'est lui qui m'avait attiré. J'avais rien vu sur lui à l'époque. Mais j'avais vu des choses qui m'avaient intéressé. Et donc j'ai pris contact avec lui, j'ai été le voir. Et là, les choses me sont parues beaucoup plus évidentes que chez Maître Tamura, dans le sens où elles étaient bien plus explicitées. Et que, j'avoue, avec Maître Tamura, je faisais les choses, je faisais pas ce qu'il demandait, quoi. Je croyais, d'extérieur, je m'y mets la forme. À l'intérieur, c'était pas ça du tout. C'était comme un hurlement, comme si mon corps hurlait. C'était ce qu'il n'y avait pas chez lui. Donc j'ai pu mieux comprendre et plus approfondir grâce à ce que j'ai découvert chez Maître Kuroda. Et là, ça a mis vraiment en question ce que je faisais. Et là, c'est vrai que le changement, j'ai passé 2 mois à m'entraîner en 2004 chez lui l'été. Je suis revenu en France, au bout de 2 semaines, ce que j'avais touché du doigt, je sentais que ça disparaissait. Je suis reparti en décembre pendant quelques semaines. Et à mon retour, c'est la même chose, ça commençait à disparaître. À partir de là, j'ai pris la décision de couper tout ce que je faisais d'autre. C'est-à-dire que j'ai cessé d'aller m'entraîner dans d'autres dojos. J'ai aussi cessé d'inviter certaines personnes que j'invitais. J'avais besoin de me concentrer sur vraiment la façon de travailler, de ne pas me disperser. Donc j'ai eu la chance que les élèves à l'époque me suivent dans cette démarche, que mon frère aussi me suive dans cette démarche et quelques amis et élèves proches. Donc voilà, donc j'ai coupé drastiquement parce que je me rendais compte que vouloir moi travailler dans une direction et alors que les autres ne partageaient pas cette recherche, soit parce que ça les intéressait pas, ou peut-être qu'ils ne l'avaient pas compris, peu importe, mais ça rendait les choses très difficiles. Voilà. Après, une fois qu'on a atteint un certain niveau, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'on peut s'adapter à des personnes qui travaillent différemment, mais lorsqu'on veut étudier quelque chose et travailler les choses d'une certaine façon, c'était compliqué. Et donc, c'est quoi cet apport de Kuroda Sensei? Il y a plusieurs principes dans son école que Maître Tamura avait apprécié et intégré dans son travail, plus ou moins explicitement. Mais lorsqu'on voit le Suburi que faisait travailler Maître Tamura, il est inspiré, issu de l'école de Maître Kuroda, quand on voit des exercices de respiration qu'il faisait comme ceci, par exemple, ça vient de là. Le travail sur les chutes qu'il pouvait faire aussi, ça l'avait inspiré. Donc au niveau technique, il y avait plusieurs choses. Et au niveau donc le principe de la vitesse constante dont il parlait. Maître Tamura, il parlait aussi du Seichusen, par exemple, etc. Mais il a peu explicité, je pense, ce que ça a pu lui apporter, la rencontre avec Maître Kuroda, comme avec d'autres personnes, etc. Mais je retrouvais ça dans son travail, la qualité d'écoute dans le toucher, le travail de la structure, quelque chose de très incisif aussi dans les formes, mais qu'il avait déjà avant aussi, ça c'est évident. Et les autres sensei que tu invites régulièrement? J'ai invité Maître Kono Yoshinori, Maître Hino Akira et Maître Akozawa Minoru. Alors Akozawa Minoru, j'ai arrêté de l'inviter assez rapidement. Je sais pas, peut-être j'ai dû l'inviter 4 ou 5 fois, je crois. Ça correspondait pas à ma recherche. Ma recherche, principalement, il va y avoir le fait d'être capable de se mouvoir rapidement. Tant d'effectuer des gestes rapides, mais surtout d'être capable de déplacer son corps rapidement. La capacité de percevoir l'intention de l'adversaire et la capacité de faire des gestes qui soient imperceptibles. Donc à partir du moment où on est capable de se déplacer rapidement et de percevoir l'intention de l'adversaire, normalement on ne sera pas touché. À un moment où on est capable de faire un geste qui ne sera pas perçu et qu'on peut se déplacer rapidement, on pourra toucher la personne facilement. Ce que Akozawa Sensei fait à un niveau exceptionnel, c'est la réception et la génération de force. C'est quelque chose qui me passionnait pas vraiment. Voilà. Les maîtres après Kono et Hino
m'ont aussi apporté beaucoup. On va dire chez Kondo Sensei, il y a un travail aussi sur le corps flottant, mais le mot est le même, mais la sensation n'est pas la même qu'avec Kondo Sensei. Donc, de la même façon que lorsque les gens parlent de relâchement, ça se traduit parfois de façon très différente quand on les touche. Et il y a un relâchement, mais qui n'est pas toujours le même. Quelquefois le relâchement est léger, quelquefois il est lourd, etc. etc. Donc il y a ça, il y a le travail aux armes de Kondo Sensei que j'apprécie énormément. Je suis moins touché pour son travail à main nue et les formes qu'il emploie, mais bien que j'apprécie. Quant à Shino Sensei, il y a certains principes qui m'intéressent beaucoup. Son travail sur le Kyokotsu ne m'intéresse pas spécialement, donc le sternum, par rapport aux applications martiales, dans le sens où j'estime que c'est plus un travail qui est adapté à main nue qu'au travail aux armes. En revanche, je l'aime beaucoup pour ce travail du Kyokotsu, pour ce qu'il apporte au niveau de la santé. Il a travaillé d'ailleurs avec des gens âgés, des gens malades, etc. Et des gens atteints du cancer. Je sais qu'il a eu une augmentation des anticorps, etc. avec le travail sur la colonne. Par contre, au niveau directement martial, c'est sa capacité d'écoute, d'adaptation, ce que j'appelle le musubi, qui est de très très haut niveau. Il y a beaucoup d'inspiration que je retiens aussi de la façon dont il voit les choses, de façon très transversale. Il a été très inspiré par Maître Hatsumi du Bujinkan Ninjutsu, par Okamoto Seigo du Daitoryu et par Shioda Gozo. Et au niveau français, est-ce que tu te rapproches de certains maîtres français Non, mais à la fois, c'est pas tant qu'il n'y a pas de gens de haut niveau, il y a des gens de très haut niveau que j'apprécie. Simplement, mon cheminement a fait que voilà, j'ai les gens que j'ai croisés sur ma route. Je travaillais donc au départ chez Jacques Bardet, puis après simultanément avec Maître Tamura, mais après je suis parti au Japon. Je voulais voir le plus grand éventail possible de pratiques pour faire ma propre idée. Et je suis tombé sur des gens qui m'intéressaient là-bas. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la question, il n'y a pas toujours une compréhension très claire. Il y a parfois un très haut niveau technique, pas une compréhension très claire de la façon dont se fait la transmission. La façon dont se fait la transmission, elle est intéressante. Pour moi, le contenu est intéressant, mais la façon dont ça se fait aussi. C'est-à-dire que en France, souvent, la transmission se fait d'une autre façon. Il y a beaucoup de cadres en Aïkido qui sont des formateurs, des enseignants, du secondaire, des universitaires, etc. Parce qu'ils ont souvent plus de temps, ils ont pu se consacrer plus, donc progresser plus. Et aussi parce qu'on supposait qu'ils avaient des capacités à enseigner, pédagogiques. Et donc ils ont souvent intégré leur façon d'enseigner à l'aïkido. Et c'est pas la façon dont ont appris les anciens, c'est pas la façon non plus dont ont appris des gens comme Christian Tissier, Bernard Palmier et autres qui sont partis au Japon. C'est intéressant la façon de transmettre japonaise parce que ça nous met face à un autre type de réflexion. Comme j'expliquais tout à l'heure, ne pas prendre les choses au pied de la lettre, par exemple, comme on voyait donc, sur cette histoire d'athémie, où les athémies, c'est pas qu'on doit les mettre de façon successive dans une technique, mais ce sont des portes de sortie à ce moment-là. Donc si on met mais quand on met l'athémie, souvent ça veut dire que voilà, la technique s'arrête à ce moment-là. Ou alors l'athémie, si on veut continuer la technique, c'est un athémie plus de distraction qui doit continuer, etc. Mais le fait aussi qu'on apprend les choses de façon très globale, et le fait qu'on développe, qu'est-ce qu'on veut développer. Moi, ce que je pense qui est intéressant pour un enseignant, c'est d'apprendre à son élève, apprendre à l'élève à apprendre, le rendre autonome, le libérer. Le système scolaire actuel, il est plus, malheureusement, même si c'est peut-être pas l'idée de base, mais dans les faits, on essaye d'inculquer tout un tas de connaissances à la personne. Ça reviendra en aïkido à inculquer des formes, des détails techniques, etc. Sans image globale d'ensemble et sans développer les capacités
à s'adapter, sans développer l'intuition, qui sont des choses essentielles. Et la façon dont on enseigne va permettre de développer ça. L'enseignement, je veux dire, traditionnel à la japonaise permet de développer ça, qui sont des capacités essentielles en combat. La capacité de sentir et d'évaluer une situation et de s'adapter à la situation. On peut être brillant dans un cadre donné, répéter des choses, des détails techniques, des angles, et faire ça très 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 bien. À partir du moment où le cadre va être un peu modifié, c'est la panique, et le résultat n'est pas du tout à la hauteur du travail qui a été fait auparavant, malheureusement. Parce que toi, comment tu envisages tes cours? J'ai toujours cette idée d'apprendre aux élèves à apprendre. Donc je fais une partie du chemin. Après, c'est-à-dire que l'enseignement à la japonaise, c'était une chose, et c'était aussi une autre époque. Moins de loisirs, plus de temps donc investi. Là, maintenant, il y a tout un tas de loisirs différents, de sollicitations différentes, qui font qu'on ne peut pas attendre des gens de pratiquer autant. Donc, si on enseigne comme les maîtres enseignaient par le passé, autant mettre la clé sous la porte directe. Maintenant, si l'enseignant là, l'élève est là, la question n'est pas d'aller là et de le tirer par la main, parce que quand on va le lâcher, ça s'arrête. La question est de l'emmener toujours, d'aller vers lui le minimum pour que lui il continue. Donc de proposer des problèmes, de donner quelques solutions, d'inviter surtout à en comprendre l'essence soi-même, et pour faire gagner du temps, quand même expliquer la logique, ce qu'il y a derrière, mais ça doit être pour moi très interactif. C'est pas du haut vers le bas et on va distribuer les enseignements de façon autoritaire, pour ce que que tu me parlais de comment tu construisais ton année. Au début, c'était des conceptions techniques. Et très rapidement, tu faisais rentrer les kaeshiwaza et tu les travailles en groupe. Tout à fait. En Aikido, il y a souvent un cadre très défini et qui sclérose, il y a peu de liberté chez les gens. Je fais souvent dans les préparations, en stage ou en cours, des exercices où là on a un partenaire les yeux fermés, et puis donc on commence à faire certaines sollicitations simplement, après on commence à enchaîner les techniques. Après, la personne qui a les yeux fermés est attaquée sur une saisie simple, et puis après les saisies arrivent au hasard. Et les gens, tous débutants comme avancés, font très ils sont concentrés sur la difficulté que c'est d'avoir les yeux fermés, et ils ne voient plus la difficulté que c'est d'agir avec des attaques différentes. Si je laissais les gens faire ce travail les yeux ouverts, ils seraient tout de suite paniqués. Ah oui, là, ce truc-là, comment on va faire déjà? Là, en fait, ils essaient de se concentrer sur où est le partenaire, et le mouvement sort tout seul. Donc cette capacité-là, elle est présente. C'est vrai que je fais travailler ça dès le départ. Alors, si on doit développer sur une saison, les 3 premiers mois, il y a des débutants qui arrivent, ou alors même c'est des gens qui sont avancés mais qui travaillaient d'une autre façon. Donc j'ai à cœur de développer le relâchement, de faire comprendre certains principes d'utilisation du corps que j'utilise, de familiariser les gens avec ça. Les 3 mois suivants, je vais être un peu plus pointu sur les détails techniques. Et pour finir, sur les 3 derniers mois, on va être dans beaucoup de travail libre, beaucoup de kaeshiwaza. Donc on se rapproche du combat, celui qui veut va attaquer, à n'importe quel moment celui qui reçoit la technique peut essayer de la retourner, ainsi de suite. Ça doit être amené de façon graduelle. Il ne faut pas attendre, à mon avis, d'avoir un certain niveau pour entrer dans ce travail libre. Il faut adapter le travail libre au niveau des gens, donc adapter la vitesse, adapter différents paramètres. Donc la liberté, ça commence déjà, par exemple, on va dire, c'est simplement Gyaku ou Aihami. Après, on va continuer à augmenter le nombre de saisies, de partenaires, la vitesse, etc., etc. Mais on peut le travailler, enfin moi je le fais travailler dès le départ, lors des stages. Les gens se débrouillent très très bien. Aujourd'hui, il y avait un gars, c'était son 2e cours d'aïkido. Il sait déjà tout à fait gérer la situation. Ce que j'attends, c'est pas qu'il ressorte une technique orthodoxe. Je sais qu'elle soit aussi orthodoxe que possible, mais surtout
il gère le problème, à savoir donc les yeux fermés, une situation, la saisie va être soit croisée, soit opposée, et qu'il essaye de faire son mouvement en fonction, qu'il sent ce qui arrive, etc. Et il a très bien fait ça. Et donc entre ce travail de ressenti et l'exigence technique, c'est un aller-retour, c'est-à-dire que c'est le fond et la forme. Au Japon, les deux sont très importants, le fond et la forme. Parfois, on va considérer que le fond est plus important en Occident. Il y a des choses par exemple, l'expression « il n'y a que l'intention qui compte ». On ne peut pas dire ça au Japon, il n'y a que l'intention qui compte. Quand on donne un cadeau, il y a la façon dont on le donne. Donc au Japon, par exemple, les Occidentaux sont parfois très surpris et admiratifs devant tous les emballages qu'il peut y avoir dans les magasins, 2, 3 emballages pour en faire un cadeau quoi, mais c'est l'importance qui est donnée à la forme, et la forme permet d'aller dans le fond fait vivre la forme, c'est un aller-retour permanent, et pour moi l'un va pas sans l'autre, donc la précision, l'exigence de la forme te permet d'aller beaucoup plus loin dans la recherche des principes, le travail des principes. À partir du moment, plus on va laisser, moins on va avoir d'exigences techniques, et plus les gens vont adapter la forme à ce qu'ils sont capables de faire, et donc pas rentrer dans une autre façon de travailler, mais essayer de faire mieux ce qu'ils arrivent à faire habituellement, rester dans leur zone de confort, on va dire. Il y a des disciplines où c'est le principe, c'est-à-dire que on va essayer d'amener au niveau ultime ce qui était confortable. Et c'est une façon de faire très valable aussi. Les arts martiaux japonais, ça se transmet par le kata, et tu vas d'abord rentrer dans un moule, un peu comme le yoga. À l'intérieur de ça, tu dois trouver la liberté, tu dois développer certaines capacités, arriver à des formes qui te permettent pas de réaliser, d'obtenir le résultat qui t'est montré souvent. Alors on peut arriver au même résultat en modifiant un petit peu la forme au départ, mais c'est contourner la difficulté. La forme elle est précise pour t'amener justement à modifier. Si ton enseignant est capable de le faire, ton maître, etc., tu dois être capable de le faire. Donc pas chercher la facilité, réussir le truc le plus rapidement possible. Et c'est un problème qui nous est posé pour surmonter certaines difficultés, à arriver à faire certaines choses différentes, mieux aussi possible. Certains disent qu'il n'y a qu'un aïkido. Après il y a l'aïkido de Do Sensei, qui lui-même a évolué. Et il y en a qui s'accrochent à certaines formes du travail Do Sensei qui restent, d'autres qui font leurs propres recherches, d'autres qui... L'aïkido que j'ai appris, qui m'a le plus touché, c'est celui de Maître Tamura, qui est incontestablement un des élèves proche Do Sensei. Je considère que ce qu'il faisait, c'était de l'aïkido. J'ai basé ma pratique là-dessus. J'ai rencontré d'autres personnes qui avaient des pratiques très différentes. Je dirais que les choses sur lesquelles on peut être d'accord, sur lesquelles toutes les écoles sont d'accord, c'est que techniquement, au Sensei disait Ilimi Atemi. Ça doit être présent. Les notions d'Awase et Musubi. Là, on est entre la frontière entre le physique et le spirituel, encore plus qu'avec Ilimi Atemi. Et ensuite, dans le spirituel pur, cette idée de compassion, qui ne doit pas être une version inférieure de l'amour, mais qui, à mon avis, est plutôt une version supérieure de l'amour quand on parle de compassion. S'il y a ça, je dirais, pour moi, il n'y a pas de problème. Quelle que soit la forme que la personne va employer, si elle a envie de coller aux formes les plus proches possibles au Sensei, il n'y a pas de problème. S'il s'en éloigne, comme Nishio Sensei, comme Yamaguchi Sensei, il n'y a pas de problème non plus. Pour moi, il y a un problème à partir du moment où le but affiché diffère de celui qui a été proposé par un Sensei. Donc, on respecte plus l'esprit de sa création, mais de son vivant à lui, il y avait déjà beaucoup de pratiquants qui faisaient des formes différentes. Et c'était quelque chose il me semble, il acceptait, tant le travail de Yamaguchi Sensei que de Tomiki Sensei, etc., qui se faisait de son vivant, ça lui posait pas de problème. Pour moi, ça ne pose pas de problème.
Il y a aussi le fait que ce qui me semble important de préserver, c'est ce que nous transmettent les formes. Donc techniquement, ce à quoi c'est censé nous amener, en termes de principes, de stratégie, et l'état d'esprit. Maintenant, il peut y avoir, moi j'apprécie qu'il y ait une adaptation au contexte de l'époque. Donc il faut beaucoup de façons de faire de Do Sensei et de Takeda Sensei étaient adaptées à leur époque, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de luttes avec les judokas. Donc, des défis qui avaient lieu, des compétitions pour savoir qui enseignerait la police dans telle préfecture, qui enseignerait au militaire. Et ça se faisait, Kano Jigoro était très influent et ça se faisait dans les règles du judo, sans frappe, etc. Donc quand on était saisi, c'était évident sur Katadori, par exemple, le judoka n'allait pas lâcher. Donc on pouvait sans crainte ici faire un mouvement où on allait l'entraîner et puis revenir. C'est des choses qui n'étaient pas faites comme ça dans le passé. C'est des choses qui, aujourd'hui, si on veut garder une cohérence martiale et une possibilité d'application, n'ont peut-être pas toujours de sens pour certaines. Le fait d'imaginer que la personne va continuer à garder la saisie. Alors c'est vrai que l'explication que s'il va garder la saisie parce que c'est dangereux pour lui s'il ne le fait pas, il va recevoir, etc. On part du principe que ça se déroule suffisamment lentement pour qu'il y ait cette réflexion, qu'il y ait ce niveau de connaissance de l'adversaire, ce qui à mon avis n'est pas le cas. Donc il faut que la technique fonctionne sur le partenaire, même s'il ne connaît pas l'aïkido, même s'il ne sait pas que c'est mieux pour lui de réagir comme ci ou comme ça. Donc à ce titre-là, c'est vrai que moi il y a une évolution dans mon travail que je justifie par le fait que eux-mêmes, Takeda Sensei et puis Ueshiba Morihei, ils ont apporté des adaptations qui correspondaient au contexte de leur époque. Des gens veulent figer les choses. C'est intéressant qu'il y ait des gens qui continuent à préserver une certaine forme. Moi j'apprécie que pour tel ou tel maître, il y ait quelqu'un qui essaye de refaire exactement la même chose. C'est toujours intéressant, comme de pouvoir aller au musée, un musée vivant. Donc, pour moi c'est intéressant, mais c'est important aussi qu'il y en ait d'autres qui essayent de faire évoluer les choses comme l'ont fait Ueshiba et Takeda Sensei. Ils l'ont fait, on parle souvent des gens qui apportent des modifications comme d'avant-gardistes, comme c'est une hérésie, etc., alors que c'est la tradition japonaise, le seul caractère intemporel que je vois dans le Japon, c'est cette capacité d'absorber, d'inclure, d'adapter, de créer des choses et de recréer à partir de ce qui va être absorbé. Les techniques martiales, évidemment, elles ont évolué, donc la façon de faire les techniques de Takeda et de Ueshiba, c'est absolument pas la façon de faire les techniques des gens à l'époque Edo. Quand on regarde les écoles anciennes, sur le fait des saisies, par exemple, dès qu'on est saisi, la première chose qu'on fait, c'est qu'il va y avoir le contrôle de la main qui a saisi, etc., dans tous les katas. Il aurait été inutile pour eux de le faire parce que, encore une fois, leurs adversaires, pour la plupart, venaient et s'agrippaient à les tenir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, est-ce que c'est pas intéressant pour nous de reprendre en compte ce fait-là, un parmi tant d'autres? Ça rajoute des difficultés, je dirais, mais ça rajoute des difficultés, mais c'est ça aussi qui rend les choses passionnantes.